Je m'appelle Jamie, et voici comment mon histoire commence. Ma sœur a retourné toute la famille contre moi, et ils m'ont renié pendant 13 ans. Mais ensuite, ma petite entreprise a décollé, et j'ai fini par acheter un manoir. Le lendemain, elle s'est pointée. « Salut, Jean Ménage », a-t-elle dit. J'avais 23 ans, lorsque ma sœur, Nathalie, a détruit ma vie avec un simple mensonge. Nous avions grandi dans un foyer typique de la classe moyenne, dans la banlieue de l'Ohio. Papa était comptable, maman enseignait à l'école primaire, et Nathalie était l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais calme, studieuse, toujours dans son ombre bien que j'ai 2 ans de plus. Nos parents n'ont jamais caché leur favoritisme. Nathalie avait la plus grande chambre, la voiture la plus récente, les louanges enthousiastes pour des bulletins à peine passables, tandis que mes excellentes notes ne me valaient qu'un hochement de tête distrait. J'avais appris à vivre avec. Ce que je ne pouvais pas supporter, cependant, c'est ce qui s'est passé l'été suivant l'obtention de mon diplôme universitaire. Nathalie avait épousé son amour de lycée, Brett Sullivan, 1 an plus tôt. Il travaillait dans le bâtiment et rêvait de créer sa propre entreprise. Je les avais aidés à emménager dans leur premier appartement, j'avais gardé leurs enfants quand ils voulaient sortir en amoureux, et j'avais même co-signé un prêt pour le camion de Brett lorsque son crédit n'était pas suffisant. Nous n'étions pas proches, mais je pensais que nous étions une famille. Puis, j'ai rencontré Jason Kingsley lors d'une conférence professionnelle. Il était tout ce que Brett n'était pas, élégant, ambitieux, gravissant les échelons dans une start-up technologique. Nous avons commencé à sortir ensemble et, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir quelque chose qui m'appartenait vraiment, quelque chose que Nathalie ne pouvait ni revendiquer, ni éclipser. 3 mois après le début de notre relation, Jason a rompu avec moi par SMS. Aucune explication, aucun avertissement. Il a juste dit que c'était fini, et m'a bloqué partout. J'étais anéanti. J'ai appelé ma mère en pleurant, et elle m'a dit de venir dîner à la maison ce week-end-là. Peut-être que le fait d'être en famille m'aiderait. Quand je suis entré dans la maison de mes parents, la température de la pièce a chuté de 20 degrés. Nathalie était assise sur le canapé, un mouchoir à la main, le bras de Brett autour de ses épaules. Les yeux de maman étaient rouges. Papa ne me regardait pas. Comment as-tu pu, Jamie? La voix de maman s'est brisée. Je suis resté figé sur le seuil. Comment j'ai pu quoi? Ne joue pas l'innocente, a dit papa. Sa voix était glaciale. Brett nous a tout raconté. Mon estomac s'est noué. Raconter quoi? Nathalie m'a regardé avec ses joues tachées de larmes, et j'ai vu une lueur dans ses yeux qui m'a glacé le sang. Elle n'a duré qu'une fraction de seconde, le triomphe. Tu lui as fait des avances, a-t-elle murmuré. Ma propre sœur a essayé de séduire mon mari. La pièce s'est mise à tourner. Quoi? C'est de la folie. Je n'ai jamais. En voici la preuve, a interrompu papa. Des messages. Nathalie nous les a montrés. Quels messages? Je n'ai jamais envoyé de message à Brett. Jamie, dit doucement Brett en sortant son téléphone. Nous avons les captures d'écran. Il leur a montré une capture d'écran. Le numéro était le mien. Les messages étaient explicites, inappropriés, indéniables. Sauf que je ne les avais jamais écrits. C'est un faux, ai-je dit désespérément. Quelqu'un a fabriqué ça. Je jure devant Dieu que je n'ai jamais. Arrête de mentir, le cri de maman m'a fait sursauter. Ta propre sœur. Comment as-tu pu la trahir comme ça? J'ai tout essayé. Je leur ai montré mon téléphone, aucun message à Brett n'existait dans mes archives. J'ai expliqué que les numéros peuvent être usurpés, que les captures d'écran peuvent être falsifiées. Je les ai suppliés de me croire. Personne n'a écouté. Nathalie a joué son rôle à la perfection. Elle a sangloté en disant qu'elle ne se sentait pas en sécurité, que j'avais toujours été jalouse de son bonheur, qu'elle m'avait surprise en train de regarder Brett pendant les dîners de famille. Elle était convaincante, car elle avait eu le temps de se préparer. Ce n'était pas une accusation spontanée. C'était calculé. Plus tard, j'ai compris pourquoi. Jason m'avait dit, pendant notre relation, qu'il avait reçu une offre d'emploi à Seattle avec un salaire à 6 chiffres. J'avais été excité pour lui, pour nous. Mais quelqu'un lui avait envoyé une série de mails depuis un faux compte, se faisant passer pour moi, disant que je ne sortais avec lui que pour son argent, que je couchais avec d'autres hommes, que je me vantais auprès de mes amis de le manipuler.
Nathalie avait détruit ma relation et ma famille d'un seul coup. Mes parents m'ont dit de partir et de ne pas revenir avant d'être prête à admettre ce que j'avais fait et à m'excuser. J'ai refusé, car je n'avais rien fait. Cette obstination m'a tout coûté. Ils ont cessé de répondre à mes appels. Ma famille élargie a pris leur parti. Des tantes et des oncles que j'avais connus toute ma vie m'ont bloqué sur les réseaux sociaux. Des cousins avec qui j'avais grandi m'ont traité comme une étrangère. Quand je me suis présenté pour Thanksgiving, ma mère a ouvert la porte, seulement pour me dire que je n'étais pas la bienvenue, et me l'a refermée au nez. J'ai passé cette fête seule dans mon minuscule studio, mangeant de la dinde de supermarché et essayant de ne pas m'effondrer. L'isolement était suffocant. J'avais perdu ma famille, ma relation et la plupart de mes amis, des gens que j'avais présentés à Nathalie et qui avaient cru sa version des faits sans se poser de questions. J'étais complètement seul, à un âge où j'aurais dû construire ma vie. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire, je suis parti. J'ai déménagé à Ciétadela, en Caroline du Nord, dans une ville où personne ne me connaissait, ni mon histoire. J'ai trouvé un emploi de coordinatrice marketing dans une petite entreprise, j'ai trouvé un appartement bon marché, et j'ai essayé de tout reconstruire à partir de rien. Ces premières années ont été brutales. Je travaillais 60 heures par semaine, non pas par ambition, mais parce que rentrer à la maison dans un appartement vide me donnait envie de crier. Je n'avais pas de famille à appeler pendant les vacances, pas de filet de sécurité si les choses tournaient mal. Chaque réussite me semblait vaine, car il n'y avait personne avec qui la partager. Mais quelque chose a changé au cours de ma 3e année là-bas. Je gérais des campagnes sur les réseaux sociaux pour des entreprises locales, et j'ai réalisé que j'étais doué pour ça. Vraiment doué. Je savais comment raconter des histoires qui touchaient les gens, comment fidéliser une marque, comment transformer de petites entreprises en non reconnues. J'ai commencé à travailler en freelance à côté. Un client est devenu 2, puis 5, puis 12. La 4e année, j'ai quitté mon emploi et j'ai ouvert ma propre agence de marketing digital, Artfield Media Solutions. L'entreprise a grandi plus vite que je ne l'avais imaginé. J'ai embauché mon premier employé, puis un deuxième. Nous avons décroché un gros client dans le commerce de détail, ce qui en a attiré 3 autres. En 2 ans, j'avais une équipe de 15 personnes, et notre chiffre d'affaires annuel était d'un demi-million. Je me suis jeté dans le travail avec une énergie folle. Chaque succès était la preuve que je n'avais pas besoin d'eux. Chaque nouveau client était la validation que je valais quelque chose, malgré ce que ma famille croyait. La 8e année, nous nous sommes étendus à 3 bureaux et nous gérions des campagnes pour des marques nationales. La 10e année, nous sommes devenus internationaux. Le chiffre d'affaires a atteint les 8 chiffres. Et soudain, je n'étais plus seulement une femme qui réussissait, j'étais riche. J'ai acheté un Pantouz en centre-ville. Je conduisais une Tesla. Je portais des vêtements de créateur pour les réunions avec les clients et je faisais de généreux dons à des œuvres de charité. La fille que ma famille avait rejetée avait bâti un empire à partir de rien. Mais je ne les ai jamais contactés. Ma fierté ne me le permettait pas. Ils avaient fait leur choix, et j'avais fait le mien. 13 ans après ce dîner horrible, j'ai acheté le manoir. Ce n'était pas pratique. Je vivais seul, je ne recevais pas, et j'avais à peine le temps de profiter de mon Pantouz. Mais j'étais passé devant cette propriété pendant des années, un domaine tentaculaire de plus de 3 hectares, avec une allée circulaire, une fontaine, et des colonnes qui lui donnaient l'air de sortir d'un magazine. Elle avait appartenu à un dirigeant d'une entreprise manufacturière qui avait pris sa retraite en Floride, et quand elle a été mise en vente, j'ai fait une offre le jour même, 3 millions d'euros, en espèces. L'agent immobilier m'avait regardé comme si j'étais folle, mais je m'en fichais. Je la voulais. Je voulais la preuve physique que j'avais réussi quelque chose par moi-même, que la fille qu'ils avaient rejetée était devenue quelqu'un d'extraordinaire. La vente s'est conclue un mardi. J'ai pris une bouteille de champagne et je me suis assise seule dans l'immense salon vide, regardant les jardins entretenus, et je n'ai absolument rien ressenti. J'avais gagné, alors pourquoi cela me semblait-il si creux? Le lendemain matin, je rencontrais mon entrepreneur pour parler des rénovations, quand mon téléphone a vibré. C'était un appel d'un numéro inconnu de l'Ohio. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Allô? Oh mon Dieu, tu as répondu, la voix de Nathalie était vive, enjouée, comme si nous nous étions parlé la veille. Je n'étais pas sûr que ce soit toujours ton numéro, Jamie. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Comment tu as eu ce numéro? J'ai mes sources.
Écoute, j'ai entendu dire que tu avais acheté une maison. En fait, j'ai vu des photos en ligne. C'est magnifique. Tu as si bien réussi. Le ton désinvolte me donnait la chair de poule. Que veux-tu, Nathalie? Une sœur ne peut pas juste prendre des nouvelles? Ça fait trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. On devrait arranger ça. Nous n'avons rien à arranger. Tu as détruit ma vie. Oh, allez, Jamie. C'était il y a si longtemps. On était des gamines. C'est de l'histoire ancienne, non? J'ai senti la rage monter en moi. Tu as fabriqué des preuves pour faire croire à notre famille que j'avais tenté de séduire ton mari, tu m'as isolé de tous ceux que je connaissais, et j'ai passé 13 ans seul à cause de toi. Tu es si dramatique, a-t-elle dit. Tout le monde sait que les frères et sœurs se disputent, mais la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle. La bile m'est montée à la gorge. Brett et moi traversons une période difficile. Enfin, honnêtement, nous sommes en train de divorcer. Ça a été très dur pour moi et les enfants. Les enfants? Elle avait des enfants maintenant. Cette pensée m'a semblé étrange. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je menti? Merci. Tu es si gentille. Bref, le divorce est compliqué, et je vais avoir besoin d'un endroit où rester pendant que tout se règle. Chez papa et maman, c'est trop petit, et je me suis dit, puisque tu as cette immense maison maintenant, ce serait parfait. Je pourrais emménager avec les enfants, juste temporairement, et on pourrait enfin renouer le contact. Ça ne te semble pas génial? J'ai failli rire. L'audace était à couper le souffle. Laisse-moi récapituler. Tu veux emménager dans ma maison? La maison que j'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné en créant une entreprise à partir de rien, après que tu te sois assuré que je n'ai plus personne? Ne sois pas comme ça. Nous sommes une famille. Non, nous ne le sommes pas. Tu as cessé d'être ma famille il y a 13 ans. Maman et papa seraient si déçus de t'entendre dire ça. Ils ont demandé de tes nouvelles, tu sais. Ils adoreraient renouer le contact. C'est là que j'ai compris. Elle n'avait pas appelé parce que je lui manquais ou qu'elle se sentait coupable. Elle avait appelé parce qu'elle était désespérée, et pensait qu'elle pouvait me manipuler comme elle le faisait quand nous étions plus jeunes. Mais je n'étais plus cette fille. Dis à maman et papa qu'ils ont fait leur choix. Ils ont cru tes mensonges sans me donner la chance de me défendre. Ils m'ont jeté comme un déchet. Et maintenant, tu penses pouvoir débarquer et demander des faveurs. Je suis ta sœur. Tu n'as jamais été ma sœur, Nathalie. Les sœurs ne détruisent pas la vie de l'autre pour le plaisir. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Un instant, je me suis sentie puissante. Puis mon téléphone a sonné de nouveau, cette fois, c'était le numéro de ma mère. Contre toute attente, j'ai répondu. Comment oses-tu parler à ta sœur de cette façon? La voix de maman était pleine de réprobation. Après tout ce qu'elle a traversé avec son divorce, et toi, tu es si égoïste que tu ne veux même pas l'aider. Égoïste? Tu te moques de moi, là. Elle m'a parlé de la maison. Tu as plein de place. C'est la moindre des choses que tu puisses faire. La moindre des choses que je puisse faire pour la personne qui a fabriqué des preuves contre moi et vous a tous convaincus que j'étais une sorte de prédatrice? Oh, tu es encore là-dessus? C'était il y a des années. Nathalie s'est excusée. Mon sang s'est glacé. Elle a quoi? Nathalie s'est excusée. Enfin, pas exactement excusée. Plutôt, elle a admis qu'elle avait exagéré les choses parce qu'elle était émotive et traversait une période difficile dans son mariage. Nous faisons tous des erreurs. Elle s'est excusée, ai-je répété lentement. Quand? Il y a quelques années. Nous lui avons pardonné, évidemment. La famille pardonne à la famille. Maintenant, c'est à ton tour de pardonner et de passer à autre chose. Il savait depuis des années. Il savait qu'elle avait menti. Et personne n'avait pensé à me contacter. Personne ne s'était excusé. Personne n'avait reconnu les 13 ans d'isolement qu'il m'avait infligés. Laisse-moi être très clair, maman. Je ne lui pardonne pas. Je ne te pardonne pas. Je ne pardonne à aucun d'entre vous. N'ose pas me parler sur ce ton. Je n'ai pas fini. Nathalie peut se débrouiller pour son logement. C'est une adulte. Si elle divorce, elle peut rester chez vous, ou chez la famille de Brett,
ou prendre son propre appartement comme le reste du monde. Elle n'emménagera pas dans ma maison. Elle n'est pas la bienvenue dans ma vie. Aucun d'entre vous ne l'est. Tu es devenue si froide, je ne te reconnais même plus. Tant mieux. La fille que tu connaissais est morte il y a 13 ans, le jour où sa famille l'a abandonnée. Ce qui reste, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de vous. J'ai mis fin à l'appel et j'ai éteint mon téléphone. Les semaines suivantes furent un chaos. Des parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis plus d'une décennie avaient soudainement mon email, mon numéro de téléphone professionnel, et même l'adresse de mon bureau. Ils avaient tous une opinion sur ma cruauté et mon devoir envers la famille. Certains ont essayé la culpabilité, d'autres la colère. Quelques-uns ont tenté de jouer les médiateurs, suggérant une thérapie familiale ou des réunions de réconciliation. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Puis Nathalie s'est présentée à mon bureau. Mon assistante, Kennedy, m'a appelé de la réception. Il y a une femme ici qui prétend être votre sœur. Elle est avec 2 enfants. Dois-je la renvoyer? Absolument pas, dites-lui que je ne suis pas disponible. Elle dit qu'elle attendra. Elle peut attendre éternellement, Kennedy. Je ne la verrai pas. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau Kennedy transmettre le message. Le visage de Nathalie est passé de l'espoir à la confusion, puis à la colère. Elle a dit quelque chose de sec, en gesticulant sauvagement, et l'un des enfants, une fille d'environ 10 ans, s'est mise à pleurer. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, puis je l'ai écrasée. Ces enfants n'étaient pas ma responsabilité. Leur mère aurait dû penser à leur stabilité avant de brûler tous les ponts qu'elle avait construits. Nathalie a campé dans mon hall d'accueil pendant 3 heures avant que la sécurité ne l'escorte finalement à l'extérieur. Elle a réessayé 2 fois de plus cette semaine-là. La deuxième fois, elle a amené notre père, qui s'est tenu à la réception en exigeant que je sorte et sois raisonnable, Jamie. J'ai demandé à Kennedy d'appeler la police et j'ai menacé de porter plainte pour violation de propriété. Ils ne sont pas revenus après ça. Mais les emails ont continué. Ceux de Nathalie étaient de plus en plus désespérés. Brett avait cessé de payer la pension alimentaire temporaire. Elle ne pouvait pas payer son loyer. Les enfants étaient effrayés et confus. N'avais-je donc aucune compassion? J'ai supprimé chaque message sans lire au-delà de la première ligne. Puis, ma mère en a envoyé un qui m'a fait m'arrêter. Ton père a eu une crise cardiaque la semaine dernière. Il est stable maintenant, mais les médecins disent que le stress est un facteur majeur. Nathalie et les enfants vivent dans leur voiture. Est-ce vraiment ce que tu veux? Ta fierté vaut-elle la peine de détruire ce qu'il reste de cette famille? J'ai fixé cet email pendant un long moment. Une partie de moi, celle qui était encore cette jeune fille de 23 ans qui voulait juste que ses parents l'aiment, voulait s'aider, voulait être la plus intelligente, offrir de l'aide, tout arranger. Mais le reste de moi se souvenait d'être assise seule à Thanksgiving, pleurant dans un vin bon marché. Je me souvenais des entretiens d'embauche où je n'avais personne avec qui célébrer quand j'étais embauché. Je me souvenais d'avoir bâti mon entreprise à travers des semaines de 70 heures, sans système de soutien, sans filet de sécurité, rien d'autre que ma propre détermination à prouver que je valais quelque chose. Ils avaient eu 13 ans pour me contacter, 13 ans pour remettre en question l'histoire de Nathalie, 13 ans pour se demander s'ils ne s'étaient pas trompés. Et ils avaient choisi le silence. J'ai transféré l'email à mon avocat, Christopher Ashford, avec une simple question, peuvent-ils me poursuivre en justice pour une quelconque pension alimentaire? Sa réponse a été immédiate. Non. Vous n'avez aucune obligation légale envers des frères et sœurs adultes ou des parents qui ont volontairement rompu le contact. Conservez ces emails au cas où la situation s'envenimerait. J'ai créé un dossier intitulé Famille des J et déplacé tous leurs messages, sans répondre à un seul. Des mois ont passé. Les demandes sont devenues moins fréquentes, puis ont complètement cessé. J'ai appris par un ancien ami commun que Nathalie avait finalement emménagé chez nos parents, que leur retraite avait été retardée pour aider à subvenir aux besoins de ses enfants, et que papa travaillait à temps partiel dans une quincaillerie pour joindre les 2 bouts. Je n'ai rien ressenti. Mon entreprise a continué de croître. Nous avons décroché un contrat avec une entreprise du Fortune 500, ce qui a triplé notre chiffre d'affaires. J'ai embauché une centaine de nouveaux employés. J'ai acheté une résidence secondaire dans le Colorado et un bateau que j'utilisais à peine. Je sortais avec des gens de temps en temps, mais rien de sérieux. J'avais des amis, de vrais amis, qui connaissaient mon histoire et me soutenaient malgré tout. J'avais tout, sauf une famille. 2 ans après le premier appel de Nathalie,
j'ai reçu une lettre. Pas un email, une vraie lettre manuscrite, transférée de mon ancienne adresse. Elle venait de Brett. Je sais que tu n'as aucune raison de lire ceci ou de croire quoi que ce soit de ce que je dis, mais je dois te dire la vérité. Nathalie m'a forcé à mentir sur les messages. Elle les a créés elle-même, a pris mon téléphone pendant que je dormais, et a tout manigancé. Quand je l'ai découvert et que je l'ai confronté, elle a menacé de prendre les enfants et de prétendre que j'étais violent si je ne soutenais pas son histoire. J'ai été un lâche. J'ai marché dans son jeu et mes mains tremblaient en lisant. Je ne demande pas ton pardon. Je ne demande rien. Mais je voulais que tu saches que j'ai dit toute la vérité à tes parents pendant notre procédure de divorce. Je leur ai montré les preuves de ce que Nathalie a fait, les emails qu'elle a envoyés à ton petit ami, Jason, les faux messages, tout. Ils savent. Ils savent depuis 18 mois, et ils ne t'ont toujours pas contacté, ce qui te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur eux. J'ai détruit ta vie pour protéger la mienne, et je suis désolé. C'est tout. Juste désolé. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai mise dans un tiroir et j'ai essayé de l'oublier. Mais le fait de savoir qu'ils savaient, de savoir qu'ils avaient eu la preuve de leur erreur pendant 1 an et demi et qu'ils avaient quand même choisi la fierté plutôt que la réconciliation, a changé quelque chose en moi. Cela a cristallisé ma décision en une certitude. Je ne les laisserai jamais revenir. 3 ans après l'achat du manoir, j'y ai organisé mon premier grand événement, un gala de charité pour des programmes de mentorat pour les jeunes. 200 invités, de la musique live, un traiteur du meilleur restaurant de la ville. Nous avons récolté un demi-million d'euros en une seule soirée. J'ai prononcé un discours sur le fait de surmonter l'isolement et de réussir sans système de soutien. J'ai parlé de l'importance de la famille choisie et de la création de son propre chemin. Je n'ai pas mentionné ma famille biologique par son nom, mais tous ceux qui connaissaient mon histoire ont compris de qui je parlais. Le journal local en a parlé. Ma photo s'est retrouvée dans plusieurs publications, me montrant dans ma salle de bal, dans une robe de créateur, entouré de gens qui réussissent et qui me respectent et m'admirent. 3 jours après le gala, j'ai reçu une demande d'amitié sur Facebook de la part d'une certaine Emma Sullivan. Le nom de famille a immédiatement attiré mon attention. C'était le nom de Brett. J'ai cliqué sur le profil, et mon cœur s'est arrêté. C'était la fille de Nathalie. Elle avait maintenant 17 ans, avec les cheveux foncés de Nathalie, mais les yeux noisettes de Brett. Sa photo de profil la montrait en uniforme de football, souriant à l'appareil photo. Elle avait l'air heureuse, normale. J'ai fixé la demande pendant 20 minutes avant de la refuser, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Cette fille ne m'avait rien fait. Elle était une enfant quand tout s'est passé, et ne connaissait probablement même pas toute l'histoire. Peut-être qu'elle avait juste vu mon nom quelque part et était curieuse de connaître la tante qu'elle n'avait jamais rencontrée. Ou peut-être que Nathalie l'avait poussée à le faire. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas prendre le risque. Ouvrir cette porte, même d'une fissure, les laisserait tous revenir. Et j'avais travaillé trop dur pour construire ces murs. Sarah m'a trouvé ce soir-là, assise dans mon bureau, à ne rien regarder. « Ça va ?» a-t-elle demandé, en s'installant sur la chaise en face de mon bureau. La fille de Nathalie a essayé de m'ajouter sur Facebook, ai-je dit doucement. L'expression de Sarah s'est durcie. Elle avait été là pendant les pires moments, m'avait aidé à pleurer pendant ses premières années en Caroline du Nord, et m'avait empêché de sombrer plus de fois que je ne pouvais compter. Elle détestait ma famille, avec une fureur protectrice qui me surprenait parfois moi-même. « Que as-tu fait ?» Je l'ai refusé. « Bien. » Elle s'est penchée en avant. « Jamie, ils n'ont pas le droit de choisir quand ils veulent de toi dans leur vie. C'est juste une gamine, pourtant. Elle a 17 ans, assez grande pour que Nathalie lui dise la vérité, si elle avait un peu d'intégrité. » Ces mots m'ont frappé durement, mais l'image de cette fille en uniforme de football m'est restée en tête pendant des semaines. Le travail est redevenu mon refuge. Nous étions en pleine expansion sur les marchés européens, ce qui signifiait des conférences téléphoniques à des heures indues et de fréquents voyages à Londres. Je me suis jeté dans la logistique, reconnaissante de la distraction. Au cours de l'un de ces voyages, j'ai rencontré Thomas Brennan lors d'un événement de réseautage. Il était britannique, charmant d'une manière discrète, et dirigeait une société de conseil prospère. Le courant est tout de suite passé, nous nous sommes liés en partageant des anecdotes sur des clients difficiles et les défis de la croissance d'une entreprise. La 3e nuit, nous nous sommes retrouvés dans un pub tranquille près de mon hôtel, à parler jusqu'à la fermeture.
Alors, tu n'as vraiment aucune famille du tout, a-t-il demandé après que je lui ai donné la version abrégée de mon histoire. J'ai une famille, ai-je dit doucement. Juste pas celle de sang. Ça a dû être incroyablement difficile, Jamie, de tout construire seul. Ça l'a été. Mais ça m'a aussi rendue plus forte que je ne l'aurais jamais été autrement. J'ai fait tourner le vin dans mon verre. Parfois, je me demande qui je serais devenu si ça ne s'était pas passé. Si j'étais juste resté dans l'Ohio, si j'avais eu un travail ordinaire, si j'étais allé au dîner de famille tous les dimanches. Est-ce que je me serais autant dépassé? Est-ce que j'aurais découvert ce dont j'étais capable? Tu penses que tu avais besoin du traumatisme pour réussir? Non, ai-je dit. Mais je pense que le traumatisme m'a forcé à trouver des ressources que je ne savais pas que j'avais. Ce n'est pas que je sois reconnaissante de ce qui s'est passé. Je ne le suis pas. Mais je peux reconnaître que ça m'a façonné. Thomas m'a étudié avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Tu es très consciente de toi-même. La plupart des gens passent leur vie à fuir la douleur, au lieu d'examiner ce qu'elle leur a appris. Nous avons commencé une relation à distance après cela. Il venait en Caroline du Nord toutes les quelques semaines, où je prenais l'avion pour Londres entre deux projets. C'était facile, confortable. Il ne m'a jamais poussé à donner plus d'informations sur ma famille que je ne le souhaitais, et ne m'a jamais suggéré d'essayer de régler les choses comme l'avaient fait certains de mes petits amis précédents. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Nous étions en Écosse pour un week-end, debout sur une falaise surplombant l'océan, et il a sorti une bague. Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, a-t-il dit, mais je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Tu es brillante et forte, et tu n'as besoin de personne, ce qui est exactement pourquoi je veux être la personne que tu choisis. Épouse-moi, Jamie. J'ai regardé la bague, son visage plein d'espoir, la vie qu'il m'offrait, un partenariat, de la compagnie, quelqu'un avec qui construire quelque chose. Et j'ai dit, non. La douleur dans ses yeux a été immédiate. Puis-je te demander pourquoi? Parce que tu as raison. Je n'ai besoin de personne. Et j'ai passé 13 ans à apprendre à l'accepter. Le mariage signifierait des compromis, fusionner nos vies, prendre des décisions ensemble. Je ne sais pas si je peux encore faire ça. Je ne sais pas si je le veux. On pourrait y aller doucement, a-t-il offert gentiment. Thomas, ai-je dit, tu es merveilleux. Vraiment. Mais je crois que je suis seul depuis trop longtemps. J'ai bâti toute ma vie sur l'autosuffisance. Laisser quelqu'un entrer si complètement. Ça me terrifie plus que d'être seul. Nous avons rompu ce week-end-là. Il l'a pris avec grâce, a dit qu'il comprenait, et espérait que nous pourrions rester amis. Nous avons essayé pendant quelques mois, mais c'était trop gênant. Finalement, nous avons cessé de nous parler. Sarah pensait que j'étais folle. Tu avais un homme bien qui t'aimait, Jamie, a-t-elle dit, en faisant les 100 pas dans ma cuisine. Et tu l'as jeté parce que quoi? Tu as peur? Je n'ai pas peur, ai-je argumenté. Je suis réaliste. J'ai passé près de 15 ans à construire des murs. Je ne peux pas simplement les abattre parce que quelqu'un le demande gentiment. Alors, tu vas juste rester seul pour toujours? C'est ça, ton grand plan? Je ne suis pas seul. Je t'ai, toi. J'ai Kyle. J'ai Kennedy. J'ai des amis, une carrière et une vie que j'aime. Mais tu n'as pas d'intimité, a-t-elle dit sans détour. Tu ne laisses personne s'approcher assez pour vraiment te connaître. Ces mots m'ont piqué, parce qu'ils étaient vrais. J'étais devenu si doué pour me protéger que j'avais oublié comment être vulnérable. Même avec mes amis les plus proches, il y avait des parties de moi que je gardais sous clé. La vérité, c'est que Nathalie n'avait pas seulement volé ma famille. Elle avait volé ma capacité à faire confiance, à croire que les gens me choisiraient quand ça compterait. Chaque relation après cela, romantique ou autre, s'accompagnait de la peur sous-jacente qu'un jour, il croirait aussi un mensonge sur moi. Que je serais abandonné de nouveau, sans avertissement. J'ai commencé à voir un thérapeute après cette conversation. Le docteur Patricia Morgan était spécialisée dans la rupture familiale et les traumatismes complexes. Lors de notre première séance, j'ai exposé toute l'histoire, cliniquement, sans émotion, comme si je décrivais la vie de quelqu'un d'autre. Vous avez intellectualisé votre douleur, a-t-elle observé. Vous l'avez transformée en un récit de succès et de vengeance, plutôt que de faire face à la blessure réelle. J'y ai fait face, ai-je insisté.
J'ai bâti une entreprise entière. J'ai une vie formidable. Vous y avez fait face en vous adaptant, a-t-elle corrigé doucement. Ce n'est pas la même chose que de la traiter. Au cours des mois suivants, elle m'a aidé à retirer des couches dont je ne soupçonnais même pas l'existence, la colère que j'avais enfouie, le deuil d'avoir perdu non seulement ma famille, mais tout mon système de soutien, la culpabilité que je ressentais que ma nièce et mon neveu grandissent sans me connaître, la peur que, peut-être, d'une manière ou d'une autre, je méritais ce qui s'était passé. Ce dernier point a été le plus difficile à affronter. Logiquement, je sais que je n'ai rien fait de mal, lui ai-je dit lors d'une séance. Mais il y a cette voix dans ma tête qui dit, si j'avais été une meilleure fille, une meilleure sœur, peut-être qu'il m'aurait cru. Peut-être que je ne valais pas la peine d'être cru. C'est le message intériorisé de nombreuses années passées à être le bouc émissaire dans votre système familial, a expliqué le docteur Morgan. Le favoritisme de vos parents envers Nathalie vous a appris que votre valeur était conditionnelle, que vous deviez mériter l'amour par la réussite. Quand ils l'ont cru, elle, plutôt que vous, cela a confirmé votre peur la plus profonde, que vous n'aviez pas assez de valeur pour qu'on se batte pour vous. L'entendre énoncer si clairement a brisé quelque chose en moi. J'ai pleuré dans son cabinet pour la première fois. Vraiment pleuré, d'une manière que je ne m'étais pas permise depuis ses premiers jours en Caroline du Nord. Le travail était brutal. Il aurait été plus facile de continuer à prétendre que le succès suffisait, que l'argent et le statut comblaient le vide. Mais j'avais passé 15 ans à fuir la douleur, et j'étais fatigué. Le docteur Morgan m'a aidé à comprendre que mon refus de me réconcilier avec ma famille n'était pas seulement une question de fierté ou de vengeance, c'était une question d'autopréservation. Il m'avait montré qui ils étaient quand j'avais le plus besoin d'eux. Les croire maintenant serait insensé, pas indulgent. Le pardon ne signifie pas la réconciliation, m'a-t-elle dit un après-midi. Vous pouvez leur pardonner d'être des personnes imparfaites, limitées, et choisir quand même de vous protéger de futurs préjudices. Ce ne sont pas des choses mutuellement exclusives. À cette époque, Kennedy est venu me voir avec des nouvelles inquiétantes. Quelqu'un a appelé le bureau à plusieurs reprises, a-t-elle dit, prétendant être votre père, disant qu'il y a une urgence familiale. Il ne veut pas donner de détails. Mon estomac s'est noué. Il a dit, si Jamie ne me rappelle pas, je vais me présenter en personne. Dois-je alerter la sécurité? Une partie de moi s'est demandé si quelqu'un était mort, mais si c'était le cas, ils auraient pu envoyer un email ou demander à la police de faire une vérification de bien-être. Cela ressemblait à de la manipulation. J'ai demandé à Christopher de rédiger une lettre de mise en demeure. Si mon père ou un autre membre de ma famille tentait de me contacter à nouveau au travail, nous engagerions des poursuites pour harcèlement. C'était dur, mais nécessaire. Les appels ont cessé. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un colis à mon domicile. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture sur l'étiquette était celle de ma mère. À l'intérieur, il y avait une boîte à chaussures pleine de vieilles photographies, moi bébé, des vacances en famille, des photos d'école, des fêtes d'anniversaire. Une note au-dessus disait, « J'ai pensé que tu pourrais les vouloir. Malgré tout, tu es toujours notre fille. Amour, maman. » Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, entourée d'images d'une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Me voilà à 7 ans, les dents du bonheur et un grand sourire, le bras autour de Nathalie à la plage. À 12 ans, maladroite avec mon appareil dentaire, debout entre mes parents à ma remise de diplôme du collège. À 16 ans, tenant mon trophée de premier prix du concours de sciences, tandis que papa rayonnait à côté de moi. La preuve d'une époque où je croyais être aimé. La cruauté de la chose était exquise. Ces photos étaient censées me rendre nostalgique, m'adoucir, me rappeler de meilleurs moments pour que j'oublie ce qui a suivi, comme si quelques souvenirs d'enfance heureux pouvaient effacer 13 ans d'abandon. J'ai appelé Sarah. Ils m'ont envoyé de vieilles photos de famille, ai-je dit. Mon Dieu, a-t-elle marmonné. Ils sortent vraiment le grand jeu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas en faire? Je ne sais pas, ai-je admis. Les brûler, les jeter. Je m'en fiche. Ne les laisse pas te monter à la tête, Jamie. Mais elles étaient déjà dans ma tête. Je ne pouvais pas m'arrêter de regarder cette petite fille qui n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, qui faisait entièrement confiance à sa famille, qui pensait que l'amour était inconditionnel. Le docteur Morgan et moi avons passé une séance entière sur ces photos. C'est normal de faire le deuil de cette petite fille, a-t-elle dit doucement, de pleurer l'innocence qu'elle a perdue et la famille qu'elle pensait avoir. Ce deuil ne signifie pas que vous devez les laisser revenir.
J'ai gardé les photos. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elles étaient la preuve que tout n'avait pas été mauvais, autrefois. Peut-être que, un jour, je voudrais me souvenir d'où je venais. Ou peut-être que je n'étais tout simplement pas prête à couper complètement ce dernier fil qui me reliait à mon passé. L'entreprise a poursuivi sa trajectoire ascendante. Nous avons ouvert un bureau à Singapour, puis à Sydney. Notre liste de clients se lisait comme un USO des marques mondiales. Les publications de l'industrie m'ont présenté dans des portraits sur les entrepreneurs autodidactes et les femmes dans le monde des affaires. J'ai donné des discours d'ouverture lors de conférences, j'ai siégé dans des panels, et j'ai mentoré de jeunes professionnels essayant de percer dans le domaine. De l'extérieur, j'avais tout. Mais tard le soir, seul dans mon manoir, je parcourais parfois les pièces vides et sentais le silence m'envahir. Je me demandais si Thomas avait été ma seule chance de construire quelque chose de réel avec quelqu'un, et si j'avais tout saboté parce que j'étais trop abîmé pour prendre le risque. Les mots de Sarah me hantaient, alors, tu vas juste rester seul pour toujours? C'est ça, ton grand plan? Peut-être que oui. Les vacances étaient toujours les plus difficiles, Thanksgiving en particulier. Peu importe le nombre de Friendsgiving auxquels j'assistais ou que j'organisais, il y avait toujours cette conscience sous-jacente que les autres étaient avec leur famille, tandis que j'étais avec des amis qui se sentaient obligés de m'inclure. L'année de mes 39 ans, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Au lieu de faire semblant d'être festive, j'ai réservé un voyage à Tokyo, en solo, juste moi, explorant une ville dont je ne parlais pas la langue, où je pouvais être complètement anonyme. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Pas d'attente, pas de joie forcée, pas de faux semblants, juste une observation tranquille et la liberté de ressentir ce que je voulais. Le jour de Thanksgiving, j'étais assise dans un petit restaurant de ramen à Shibuya, quand mon téléphone a vibré. C'était une notification. Nathalie m'avait identifié dans une publication Facebook. Mes paramètres de confidentialité auraient dû l'empêcher, mais apparemment, elle avait trouvé un moyen de contourner le problème. La publication était une photo de notre famille élargie au dîner de Thanksgiving, parents, tantes, oncles, cousins, Nathalie et ses enfants. Tout le monde souriant à l'appareil photo. La légende disait, tellement reconnaissante pour la famille aujourd'hui. Même quand nous ne sommes pas tous ensemble, vous êtes dans nos cœurs. Tu nous manques, Jamie. La dernière partie m'était clairement destinée. Quelqu'un avait fait une capture d'écran de la publication et me l'avait envoyée, probablement un cousin éloigné qui pensait que je devais la voir. La publication avait des dizaines de commentaires de parents, disant que la famille était tout, que la vie était trop courte pour les rancunes, que le pardon était divin. Je l'ai immédiatement bloqué et j'ai supprimé la capture d'écran, puis j'ai passé le reste du repas à trembler de colère. La manipulation était si transparente que ça aurait été risible si ça ne faisait pas si mal. Elle utilisait les réseaux sociaux comme une arme, pour créer un récit où j'étais la méchante qui les avait abandonnés, plutôt que la victime qu'ils avaient rejetée. J'ai fini mes ramen, j'ai payé, et je suis sorti dans la nuit de Tokyo. La ville pulsait d'énergie et de lumière, des millions de personnes vivant leur vie, complètement inconscientes de mon existence. C'était réconfortant, d'une certaine manière, un rappel que ma douleur n'était pas le centre de l'univers, que la vie continuait, que ma famille me reconnaisse ou non. Au moment où je suis rentré en Caroline du Nord, j'avais pris une décision. J'allais arrêter de les laisser vivre gratuitement dans ma tête. Chaque fois que je réagissais à leurs tentatives de contact, chaque fois que je laissais leurs messages me contrarier, je leur donnais un pouvoir qu'ils ne méritaient pas. Alors, j'ai créé un nouveau filtre de messagerie qui archivait automatiquement tout ce qui provenait de leurs adresses. J'ai verrouillé tous les paramètres de confidentialité de mes réseaux sociaux. J'ai informé tout mon personnel de la situation et j'ai clairement indiqué que quiconque mettrait un membre de ma famille en contact avec moi serait immédiatement licencié. Ensuite, je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler, mon entreprise, mes amitiés, ma thérapie, ma vie. Le docteur Morgan a appelé cela l'acceptation radicale. Non pas leur pardonner ou me réconcilier, mais accepter que c'était ma réalité, et choisir de construire une vie pleine de sens malgré tout. Vous avez passé 15 ans à leur prouver qu'ils avaient tort, a-t-elle dit. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de prouver quoi que ce soit, et de simplement vivre pour vous-même, Jamie. C'était plus facile à dire qu'à faire. Le besoin de validation était profondément ancré. Chaque succès s'accompagnait encore d'un souhait réflexe de pouvoir le partager avec des parents qui s'en souciaient, avec une sœur qui était réellement heureuse pour moi. Mais peu à peu, ce souhait s'est estompé. Pas complètement, je ne pense pas qu'il le fera jamais,
mais suffisamment pour qu'il cesse de dicter mes choix. J'ai recommencé à sortir avec des gens, de manière décontractée. Rien de sérieux, pas de pression, juste pour me réhabituer à laisser les gens voir la vraie moi, avec mes murs et tout. Certains sont restés. La plupart non. C'était acceptable. Je me suis mise à la peinture. J'ai découvert que j'étais nul. Je l'ai fait quand même, parce que ça faisait du bien de créer quelque chose sans but commercial. J'ai voyagé davantage, non pas pour le travail, mais pour le simple plaisir de découvrir de nouveaux endroits. Je me suis porté volontaire dans un programme de mentorat pour jeunes femmes issues de situations familiales difficiles, et j'ai trouvé un sens en aidant les autres à naviguer dans le genre d'isolement que j'avais connu. Lentement, la vie est devenue plus que de la survie ou de la vengeance. Elle est devenue une vie à vivre. C'est pourquoi, lorsque ma mère a appelé des années plus tard, s'attendant à ce que je laisse tout tomber et les accueille à nouveau, j'ai pu refuser sans hésiter. J'avais construit quelque chose de réel, quelque chose qui m'appartenait, et je n'allais pas laisser les gens qui m'avaient jeté en réclamer une partie. J'ai appris plus tard que ma mère avait vu l'un de ces articles. Elle a appelé d'un numéro différent. Je ne l'ai pas reconnu, alors j'ai répondu. Ça aurait dû être nous, a-t-elle dit sans préambule. On aurait dû être là, à fêter ça avec toi. C'est ce que font les familles. Tu as raison, ai-je dit calmement. C'est ce que font les familles. Silence. Mais vous n'êtes pas ma famille, ai-je continué. Vous avez renoncé à ce droit quand vous avez choisi un mensonge plutôt que votre fille. Nous avons fait une erreur. Vous avez fait un choix. Les erreurs sont accidentelles. Vous avez délibérément décidé que j'étais sacrifiable. Vous aviez la preuve de la vérité, et vous avez quand même attendu 18 mois pour me contacter. Et même là, tu ne t'excuses pas. Tu es juste contrarié de rater mon succès. Ce n'est pas juste, a-t-elle argumenté. La vie n'est pas juste, ai-je dit doucement. Je l'ai appris à 23 ans, quand j'ai tout perdu. Vous l'apprenez maintenant. La différence, c'est que je ne méritais pas ce qui m'est arrivé. Vous, si. J'ai raccroché et j'ai changé de numéro le lendemain. Le mois dernier, j'ai fêté mon 40e anniversaire avec un petit dîner, 12 personnes qui avaient été dans ma vie pendant les années difficiles, qui m'avaient connu quand je n'avais rien, qui avaient cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. Ma meilleure amie, Sarah, que j'ai rencontrée en Caroline du Nord lors de ma première année là-bas, mon partenaire commercial, Kyle, qui nous a rejoints quand nous n'étions que 5 personnes dans un bureau exigu, Kennedy, qui a commencé comme mon assistante et est maintenant notre directrice des opérations. Des gens qui ont choisi d'être dans ma vie et qui y ont gagné leur place. Nous avons dîné sur la terrasse du manoir, avec vue sur les jardins. Quelqu'un a porté un toast, disant que la famille que l'on choisit est plus forte que la famille de sang. Tout le monde a levé son verre, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Je ne sais pas ce qu'est devenue Nathalie. Je ne sais pas si mon père s'est remis de sa crise cardiaque, ou si ma mère travaille toujours dans cette école primaire. Je ne connais pas ma nièce et mon neveu, et je ne les connaîtrai probablement jamais. Et ça me va. Certaines personnes pensent que je suis cruel. Elles entendent l'histoire et disent que je devrais pardonner, que la vie est trop courte pour les rancunes, que les liens du sang sont plus forts que tout. Elles ne comprennent pas que le pardon ne les concerne pas, eux. Il me concerne, moi. Et je ne pardonne pas aux gens qui ne sont pas désolés, qui ne veulent la réconciliation que lorsque cela les arrange. Ma famille ne m'a pas renié à cause de quelque chose que j'ai fait. Ils m'ont renié à cause de quelque chose que Nathalie a prétendu que j'avais fait, sans preuve, sans me donner la chance de me défendre. Et quand ils ont appris la vérité, ils ont quand même choisi la fierté et le confort plutôt que de faire amende honorable. Ce n'est pas ça, une famille. Ce sont juste des gens qui se trouvent partager mon ADN. Le manoir se dresse sur ses 3 hectares, magnifique et paisible. Je me promène dans des pièces que j'ai décorées exactement comme je le veux, sans personne à satisfaire d'autre que moi-même. Je travaille dans une entreprise que j'ai bâtie de mes propres mains, entourée de gens qui me respectent. Je voyage quand je veux, je fais des dons à des causes auxquelles je crois, et je vis exactement la vie que je choisis. Nathalie voulait emménager dans ma maison parce qu'elle pensait que je lui devais quelque chose. Elle pensait que la fille effrayée et désespérée qu'elle avait trahi céderait sous la pression, qu'elle choisirait d'être la plus intelligente plutôt que de se respecter. Elle avait tort. Je ne lui dois rien. Je ne leur dois rien à aucun d'entre eux. La seule personne à qui je dois quelque chose, c'est moi-même.
Et j'ai payé cette dette en construisant une vie qu'ils ne peuvent pas toucher, qu'ils ne peuvent pas diminuer, et qu'ils ne peuvent pas m'enlever. Parfois, la vengeance ne passe pas par la confrontation ou les gestes dramatiques. Parfois, c'est simplement de bien vivre, pendant qu'ils regardent de l'extérieur, sachant qu'ils ont eu leur chance et qu'ils l'ont gâchée.